Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va éclaircir ensemble une période super importante, mais parfois un peu floue de l'histoire de France, le régime de Vichy et la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Je sais, quand on entend parler de l'occupation, de Vichy, de la résistance, ça peut vite paraître compliqué. Mais pas de panique, on va prendre une bonne respiration et poser les choses simplement. L'idée, c'est de comprendre la logique derrière tout ça sans se prendre la tête. Tout commence, ou plutôt tout bascule, en 1940. L'armée française est battue par l'Allemagne en quelques semaines à peine. C'est un vrai traumatisme pour le pays, qui se retrouve soudain face à un choix crucial. Alors, la grande question qu'on se pose, c'est celle-là. Face à cet effondrement total et à l'occupation qui s'annonce, comment est-ce que les Français vont réagir? Quelles vont être les options sur la table? En fait, deux chemins complètement opposés vont se dessiner, et ils sont incarnés par deux hommes. D'un côté, il y a le maréchal Pétain. Lui, il choisit de demander l'armistice, d'arrêter le combat, ce qui va mener à la collaboration. Et de l'autre côté, on a le général de Gaulle qui, depuis Londres, lance un appel pour refuser cette défaite et continuer la lutte. Deux hommes, deux choix qui vont définir l'histoire de la France pour les années à venir. Bon, pour que ce soit bien clair, on va explorer chacune de ces deux voies. On va commencer par celle de la collaboration, choisie par Pétain. Donc, la première voie, c'est la collaboration. Le maréchal Pétain met fin à la Troisième République et installe un nouveau régime, l'État français, qu'on connaît surtout sous le nom de régime de Vichy. Il faut s'imaginer qu'à ce moment-là, pour beaucoup de Français sous le choc, Pétain, c'est le grand héros de la Première Guerre mondiale. Il est vu comme un sauveur, un bouclier. Cette petite carte mentale, elle est parfaite pour avoir une vue d'ensemble. Elle résume bien les deux aspects principaux du régime de Vichy, d'un côté sa politique intérieure et de l'autre sa collaboration avec l'Allemagne. Le projet de Vichy, son idéologie, ça s'appelle la Révolution nationale. L'idée, c'est de dire que la République et ses valeurs sont responsables de la défaite. Alors on jette tout ça à la poubelle et on remplace la devise liberté, égalité, fraternité par travail, famille, patrie. Un retour à un ordre moral très conservateur. Alors, s'il y a une chose à retenir sur la nature de ce régime, c'est qu'il se définit en trois mots. Il est autoritaire, il collabore avec l'ennemi et il est antisémite. On va regarder ça point par point. Premièrement, autoritaire. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est la fin de la démocratie. Le maréchal Pétain a tous les pouvoirs. Fini les élections, fini les partis politiques, fini la liberté de la presse. À la place, on a une propagande intense et un culte de la personnalité autour de Pétain. Deuxièmement, un régime de collaboration. Et là, attention, ce n'est pas juste subir l'occupation, non. L'État français va choisir d'aider l'Allemagne nazie. Comment? En lui livrant une énorme partie de sa production agricole et industrielle, ce qui va d'ailleurs créer des pénuries terribles pour les Français. Et enfin, troisième point absolument fondamental, un régime antisémite. Il faut bien comprendre que Vichy n'a pas attendu que les Allemands lui demandent. Dès octobre 1940, le régime a mis en place ses propres lois anti-juives, le statut des Juifs. Pire encore, la police française a participé aux arrestations et à la déportation, comme pendant la terrible rafle du Veldiv. Ok, on a vu la France de Vichy. Maintenant, on change complètement de perspective et on regarde l'autre voie, celle du refus, celle de la résistance. Le point de départ, le geste fondateur de cette résistance, c'est bien sûr l'appel du 18 juin 1940. Depuis la radio de la BBC à Londres, le général de Gaulle, alors presque inconnu, dit une chose toute simple. Non, la guerre n'est pas perdue. Il appelle les Français à le rejoindre pour continuer à se battre. Cette résistance, elle va avoir deux visages. D'un côté, on a la résistance extérieure, celle qui s'organise à Londres autour de Gaulle, avec une vraie armée, les forces françaises libres. Et de l'autre, il y a la résistance intérieure, c'est-à-dire tous ces hommes et ces femmes qui agissent en secret directement sur le sol français. D'ailleurs, on entend souvent le mot « maquis ». Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le nom qu'on donnait aux cachettes de ces groupes de résistants. C'était des zones difficiles d'accès, comme des forêts ou des montagnes, d'où ils pouvaient lancer leurs opérations. Au début, à l'intérieur de la France, tous ces groupes de résistants agissaient un peu chacun dans leur coin. Le grand tournant, c'est l'arrivée de Jean Moulin. Envoyé par De Gaulle, il va réussir une mission qui paraissait impossible. Mettre tout le monde d'accord. Ça va aboutir en 1943 à la création du Conseil national de la résistance, le CNR, qui rassemble toute la résistance derrière De Gaulle. Pour bien sentir comment ces deux France s'opposent, celle de Vichy et celle de la résistance, on va prendre un exemple très concret qui montre bien les choses. Cet exemple, c'est le STO, le service du travail obligatoire. À partir de 1943, le régime de Vichy va encore plus loin dans sa collaboration. Il oblige des centaines de milliers de jeunes Français à partir travailler de force en Allemagne, dans les usines de guerre nazies. Et là, il se passe un truc assez incroyable. Le STO, c'est vraiment l'exemple type de la collaboration. Mais la conséquence directe, c'est que des milliers de jeunes qui refusent de partir en Allemagne n'ont plus qu'une seule solution, s'enfuir et rejoindre la résistance.
Donc, ironiquement, une mesure de collaboration a fini par renforcer massivement les maquis. Bien, avant de résumer, il y a juste une petite idée reçue, un petit piège qu'on va éclaircir ensemble pour avoir une vision juste de la période. On pourrait facilement imaginer que la France était coupée en deux, d'un côté les méchants collaborateurs, de l'autre les héros résistants. En réalité, la situation est bien plus nuancée. Les historiens estiment qu'il y a eu environ 250 000 résistants actifs. C'est un chiffre énorme et un engagement héroïque, bien sûr, mais ça reste une minorité par rapport à toute la population française. Il faut se rappeler que pour l'immense majorité des Français, l'obsession quotidienne, ce n'était pas la politique, mais la survie. Comment trouver à manger avec le rationnement, comment se chauffer, comment éviter les bombardements. C'était ça la réalité de la plupart des gens. Voilà, on arrive au bout, on peut souffler un coup et résumer tranquillement les 3 points clés qu'il faut vraiment garder en tête. Premièrement, la défaite de 1940 a créé une fracture, avec 2 options, la collaboration menée par Pétain et le refus de la défaite incarné par De Gaulle. Deuxièmement, le régime de Vichy est un régime autoritaire, antisémite, qui a consciemment tourné le dos aux valeurs de la République. Et troisièmement, la résistance, d'abord éclatée puis unifiée, s'est battue pour libérer le pays et préparer le retour de la démocratie. Et voilà, j'espère que maintenant, c'est un peu plus clair. Le plus important, ce n'est pas de connaître toutes les dates par cœur, mais de bien comprendre la logique de ces 2 Frances qui se sont opposées. Si c'est le cas, alors l'essentiel est complet. On peut être tranquille avec ça. D'ailleurs, si d'autres thèmes d'histoire ou d'autres matières semblent un peu compliqués, il ne faut pas hésiter à les suggérer en commentaire, on pourra peut-être s'en occuper une prochaine fois. D'ici là, bonne révision et surtout sans stress.